Donc, je vous remercie très sincèrement de m'avoir invité à participer à cette réflexion aujourd'hui sur la gouvernance de l'Internet et le respect de droits de l'homme. Et je salue très sincèrement cette initiative de l'Académie. Et parce qu'en fait, aujourd'hui, comme on le sait tous, les questions liées à l'Internet est désormais incontournable dans toutes les disciplines juridiques. Et donc, avant, on prenait le droit du numérique dans son coin, sans pour autant forcément l'associer à d'autres branches du droit. Mais aujourd'hui, on a la preuve que le droit du numérique intéresse ou concerne toutes les disciplines juridiques. Et permettez-moi de commencer par une évidence simple mais souvent qu'on semble oublier, c'est qu'en fait, aujourd'hui, l'Internet est une infrastructure vitale, autant que l'électricité, autant que l'eau, autant que le route. C'est-à-dire qu'on ne peut pas vivre aujourd'hui sans Internet. Imaginez-vous qu'une minute que l'on coupe aujourd'hui la connexion d'Internet, donc notre société va se retrouver dans un blackout total. Et parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est grâce à l'Internet que nous communiquons, que nous accédons à l'information, que nous travaillons, que nous étudions, que nous nous soignons même par la télémédecine, que nous faisons également recours à des achats en ligne, nous effectuons des démarches administratives, nous nous déplaçons aujourd'hui notamment grâce à des applications de géolocalisation comme Google Maps et même aujourd'hui grâce aux progrès scientifiques nous avons également dans des domaines comme l'agriculture, ce qu'on appelle l'agritech. Et donc, comme le soulignait, il y a une juriste ici en France qui s'appelle Danielle Boursier qui disait dans son ouvrage La décision artificielle que l'Internet aujourd'hui est devenu le cœur battant de notre société moderne, c'est-à-dire un vecteur des libertés et des développements. Et à travers le sujet que je vais vous présenter aujourd'hui qui concerne les coupures d'accès à Internet, on va se rendre compte qu'aujourd'hui, l'Internet est devenu un véritable espace de participation démocratique. Et donc, ces dernières décennies, il y a Maître Karine qui faisait mention de ça, l'accès à Internet en Afrique est devenu une réalité intangible, surtout dans de grandes villes en Afrique. L'accès à Internet est désormais assez répandu et même le taux de pénétration dépasse les 45% selon un rapport, je crois, de l'Union internationale de télécommunications. Et dans ces contextes, la question de couper l'accès à Internet en Afrique est plus que jamais d'actualité. Parce que dès lors que l'on coupe l'accès à Internet, ce n'est pas simplement le fait de désactiver une technologie, mais c'est devenu notamment le fait de suspendre en fait les fonctionnements de notre société actuelle, c'est de plonger un peuple dans les silences, ce qu'on appelle les silences numériques, mais aussi c'est de priver les citoyens d'un outil essentiel à l'exercice aujourd'hui de leurs droits fondamentaux. Et pourtant, aujourd'hui, on constate qu'en Afrique, le coupure d'accès à Internet se multiplie. Et surtout depuis une bonne dizaine d'années, nous constatons une montée qu'on va considérer d'inquiétante de ces interruptions qui sont souvent on va dire, caractérisées par un comportement de la part du gouvernement qui, très souvent, ils veulent plutôt contrôler ce qui se passe sur Internet. Et parfois, ces coupures d'Internet sont décidées unilatéralement par des autorités. Et très souvent, c'est sans base légale claire. On ne respecte pas le principe fondamental du droit international de droits de l'homme. Et j'ai pu quand même recenser pour vous quelques exemples récents qui montrent ou qui démontrent le fait qu'aujourd'hui, l'autorité publique en Afrique, dans certains pays, essaie toujours de couper à Internet lorsqu'ils n'ont plus le contrôle de ce qui s'est dit sur Internet. Et les cas le plus récent, vous avez en 2000, je crois en 2016, au Tchad, il y a eu restriction d'accès aux services Internet et aux réseaux sociaux pendant plus de 16 mois, après des contestations du régime d'Idriss Déby. Et après, vous avez en République démocratique du Congo, mon pays, où il y a eu
de coupures d'Internet entre 2018 et 2019. Et c'était pendant les élections présidentielles de 2018. Et encore tout récemment, en 2025, on a eu la coupure de certains réseaux sociaux dans la ville de Goma lorsque le rebelle de M23 ont eu à prendre le contrôle de cette ville-là. Vous avez également en 2021, en Ouganda, où il y a eu une coupure générale d'Internet pendant 5 jours lors des élections présidentielles. Et puis, vous avez aussi au Sénégal en 2023, où on a constaté une coupure des réseaux sociaux lors des manifestations en soutien au Premier ministre actuel du Sénégal, Ousmane Sanko. Et tout récemment aussi, en 2024, en Éthiopie, on a bloqué l'accès à Internet dans certaines régions pendant plusieurs semaines, officiellement, selon le gouvernement. C'était pour lutter contre l'insécurité. Et donc, ces exemples illustrent une réalité inquiétante. Et d'ailleurs, selon un rapport d'Africa Practice, c'est-à-dire entre 2020 et 2023, au moins 22 pays en Afrique ont procédé à des coupures d'Internet. Ce qui a également, parce que l'on pense toujours, le gouvernement pense toujours au fait de contrôler, mais il y a également des causes ou des pertes économiques qui sont énormes. Par exemple, pendant le 3 ans, on a estimé que, vous voyez là dans le tableau que je vous montre, au moins 3 milliards de dollars que les États ont perdus avec ces coupures d'Internet-là. Alors, les coupures d'Internet, il faut le prendre sur différentes formes. On a tout d'abord on peut avoir une coupure totale. C'est lorsque, par exemple, vous avez dans un pays où on coupe la connexion Internet, c'est-à-dire plus personne n'a accès à Internet. Et après, vous avez également des coupures qu'on appelle des coupures ciblées qui visent là certaines applications. Je vous ai donné l'exemple de la RDC où à Goma, on a eu à couper, je crois, Twitter. Et au Nigeria aussi, à un moment donné, on avait coupé accès à Twitter. Donc là, c'est ce qu'on considère comme étant des coupures ciblées. Et aujourd'hui, se développe aussi un autre système de coupure d'accès à Internet, c'est le ralentissement intentionnel du réseau, ce qu'on appelle communément du throttling. En fait, c'est de rendre l'accès à Internet pratiquement impossible. Donc, on réduit les débits quand vous essayez de vous connecter. Pour suivre une vidéo, ça peut vous prendre 5 minutes. Pour vous connecter sur Facebook, c'est tout un problème. Donc, vous avez accès à Internet, mais juste que la connexion n'est pas de très bonne qualité. Et ces coupures reviennent régulièrement, surtout pendant, comme vous avez vu, pendant les périodes d'élection, pendant les mouvements sociaux ou encore les périodes des tensions politiques. Et les autorités avancent des raisons très souvent lorsqu'ils coupent l'Internet. On va vous parler de la sécurité nationale, de la lutte contre la désinformation ou des discours haineux, la prévention de faux résultats, comme c'était le cas en RDC en 2018, ou encore le maintien de l'ordre public, ou encore la protection de la souveraineté d'un État. Et je sais pas, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro. Et donc, je disais qu'aujourd'hui, il existe une certaine doctrine ou même une approche juridique qui cherche à justifier les coupures d'Internet en s'appuyant notamment sur les motifs que j'ai évoqués récemment, notamment le maintien de l'ordre public, la sécurité nationale, la lutte contre la désinformation. Et très souvent, il se réfère à des instruments internationaux pour encadrer ces restrictions. Et en particulier, vous avez par exemple l'article 19 du pacte international relatif aux droits civiques et politiques pour les États qui l'ont bien évidemment ratifié. Et cet article garantit la liberté d'expression, ce qui inclut le droit des recherches, le droit de recevoir et de diffuser des informations, mais il précise que cette liberté peut faire l'objet des restrictions. Et là, nous avons 3 conditions. La restriction doit être prévue par la loi. Elle doit poursuivre un objectif légitime comme la sécurité nationale ou l'ordre public. Donc, on se retrouve dans le raison ou le cause qui sont souvent
mentionnée par le gouvernement. Et surtout, elle doit être nécessaire et proportionnée à cet objectif. Mais ces cadres juridiques est affiné par d'autres tests. Par exemple, vous avez le principe 13 de la déclaration de principe sur la liberté d'expression en Afrique, adopté par la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui va plus loin. Il précise que les libertés d'expression, la liberté d'expression ne peut pas être limitée pour des raisons de sécurité ou d'ordre public, que s'il existe un risque réel de préjudice à un intérêt légitime et un lien de causalité entre ces risques et l'expression concernée. Donc, vous voyez, là, cette déclaration vient un peu bloquer cette liberté-là que le pays a tendance à avoir lorsqu'il va bloquer l'Internet. Et on peut également rajouter le principe de Johannesburg sur la sécurité nationale et liberté d'expression et d'accès à l'information, notamment le principe 7, qui insiste encore davantage. Il affirme que l'exercice pacifique de la liberté d'expression ne peut pas être assimilé à une menace de sécurité nationale et ne devrait donc pas être restreint ou sanctionné. Donc, l'exercice pacifique de la liberté d'expression, lorsque les gens euh, 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 exercent leur liberté d'expression de manière pacifique, on ne peut pas à aucun moment évoquer la question de la sécurité nationale ou encore de l'ordre public. Et de la lecture combinée de ces différents instruments juridiques, de mon point de vue, je ressors un certain nombre de conditions à respecter pour qu'une restriction d'accès à Internet soit conforme au droit international. Concrètement, une telle mesure doit déjà être prévue par une loi claire et accessible, et après poursuivre un objectif légitime et reconnu, et puis être nécessaire et proportionnel à cet objectif, et pour finir, être soumis à un contrôle judiciaire efficace. Or, très souvent, les coupures d'Internet ne répondent pas ou ne reposent pas sur un fondement juridique clair et précis. Et en fait, ils sont souvent disproportionnés. De plus, ces décisions sont rarement prises avec une décision de justice, ce qui est contraire, on le sait tous, au principe notamment de l'égalité et des respects des droits humains. Il est maintenant essentiel de se poser une question de droit qui concerne d'ailleurs même le sujet de ma communication, c'est de savoir si juridiquement une coupure d'Internet viole le droit de l'homme. La réponse est sans ambiguïté, oui. Ces coupures portent atteinte à plusieurs droits fondamentaux. Et pour en mesurer pleinement la portée, je vous propose de replacer cette thématique dans le cadre des générations de droits de l'homme telles que conçues par Karl Vasek en 1977, où en fait il introduit une classification de droits de l'homme sous trois générations que nous connaissons. Vous avez notamment la première génération de droits de l'homme où on a le droit civique et politique. Après, vous avez la deuxième génération de droits de l'homme où on a le droit économique, social et culturel. Et puis, on a la troisième génération, on a le droit collectif ou le droit des solidarités. Alors, aujourd'hui, plusieurs auteurs évoquent une quatrième génération. Notamment, vous avez le professeur Mathias Ries de l'Université d'Harvard qui propose l'idée d'une quatrième génération de droits de l'homme centrée sur les enjeux technologiques en développant un principe qu'on appelle le droit épistémique et donc le droit numérique. Et ce droit inclut bien évidemment le droit d'accès à Internet, le droit à la protection des données personnelles dont Maître Karine venait de nous présenter. Vous avez le droit à l'identité numérique, le droit à la sécurité numérique. Et donc, couper l'accès à Internet revient ici à nier l'existence même de droits émergents, notamment le droit qu'on considère comme étant le droit de la quatrième génération. Et autrement dit, quand un État ordonne une coupure d'accès à Internet, ce ne sont pas seulement des infrastructures qui sont mises à l'arrêt, comme je le disais dans mon introduction. Aujourd'hui, avec le droit de l'homme, ce sont les quatre générations de droits humains qui sont touchés en même temps, avec notamment pour conséquence
enchaîne les libertés individuelles, vous avez les droits sociaux, vous avez le droit collectif, et puis vous avez le nouveau droit numérique. Et c'est pourquoi, face à la multiplication aujourd'hui des coupures d'accès à Internet, certains mécanismes ont été mis en place sur le plan international et aussi à l'échelle régionale, notamment avec la Commission des droits de l'homme et des peuples. Et au niveau international, vous avez les Nations Unies où on a plusieurs tests clés qui concernent notamment les questions de coupure d'accès à l'Internet. Notamment, vous avez la résolution 4716 du Conseil des droits de l'homme. Vous avez aussi le rapport 290 de 2013, rédigé par le rapporteur spécial sur la promotion de la protection de droit à la liberté d'opinion et d'expression, qui souligne aussi les questions d'accès à Internet et aussi les questions aujourd'hui qui concernent des coupures d'accès à Internet. Et après, vous avez aussi le rapport annuel que vous pouvez retrouver en ligne du Haut Commissariat des Nations Unies sur le droit de l'homme, qui s'épanche régulièrement sur les coupures d'accès à Internet en analysant leurs causes, leurs implications juridiques et leurs conséquences sur le droit de l'homme. Et sur le plan régional, vous avez la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, qui a également ou qui a eu à adopter plusieurs instruments pour encadrer et condamner ces coupures d'accès à l'Internet. Vous avez notamment la Déclaration africaine de droits et libertés de l'Internet de 2014, qui promet une gouvernance ouverte et inclusive du numérique, qui est fondée sur le droit de l'homme. Vous avez aussi la Déclaration des principes des libertés d'expression et d'accès de 2019, qui précise que toute restriction d'accès à l'information, y compris en ligne, doit être strictement encadrée par la loi. Donc, on ne peut pas se réveiller un bon matin et couper l'accès à Internet dans un pays. Il faudrait que ceci soit bien évidemment prévu et aussi euh, encadré par la loi. Et après, vous avez aussi une résolution de cette commission qu'on appelle la résolution 180 de 2024, qui a été adoptée donc récemment, qui condamne explicitement les censures d'Internet pendant le période électoral en Afrique. Parce que très souvent, c'est pendant le période électoral où on coupe accès à Internet. Et donc, le coupure d'accès à Internet constitue, dans la majorité des cas, une atteinte grave à plusieurs droits fondamentaux, comme vous le voyez déjà, en particulier lorsque sont arbitrairement ou généralisées les coupures d'accès à Internet. Et aujourd'hui, on a de droits fondamentaux qui se trouvent violés à chaque fois qu'il y a coupure d'accès à Internet. Notamment, vous avez le droit à la liberté d'expression et d'information, qui sont prévus aux articles 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Vous avez aussi l'article 9 de la Charte africaine des droits de l'homme. Vous avez le droit d'accès à l'information. Vous avez le droit à la réunion pacifique et à la liberté d'association. Vous avez le droit à la participation à la vie publique et politique. Vous avez aussi le droit à l'éducation, qui sont prévus aussi par la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Charte africaine. Vous avez le droit au travail, parce que le fait de couper l'accès à Internet, aujourd'hui, vous avez plusieurs personnes qui travaillent grâce à Internet. Vous avez aussi le droit à la santé, qui est prévu par la Déclaration universelle des droits de l'homme, le droit au développement. Et donc, tous ces droits fondamentaux aujourd'hui, qui sont déjà protégés par des instruments juridiques, sont concernés à chaque fois qu'un gouvernement se décide de couper l'accès à Internet. Et donc, les coupures d'Internet sont désormais vues comme des violations des droits de l'homme, ce qui a poussé plusieurs individus à saisir des juridictions, que ce soit au niveau régional ou au niveau sous-régional, pour défendre leurs droits. Et par exemple, vous avez en 2021 la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples qui a été saisie dans l'affaire Landry Angelo contre la République du Bénin,
En fait, cette affaire concerne la coupure d'Internet pendant les élections. Le requérant demandait à la Cour de juger que cela violait leur droit à la liberté d'opinion et d'expression, en se basant notamment à l'article 19 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais malheureusement, par une décision du 3 décembre, je crois, du 4 décembre 2023, la Cour africaine a considéré que la requête ne remplissait pas les conditions. Notamment, la Cour a vu en particulier la condition relative à l'épuisement des recours internes qui est prévue par le règlement de cette Cour-là. Et donc, la Cour a rejeté cette requête-là en disant qu'il fallait d'abord épuiser le voie de recours interne avant de saisir la Cour. Mais par contre, vous avez au niveau sous-régional, notamment avec la Cour de justice de la CEDEAO, qui a pris une position ferme. Et donc, à plusieurs reprises, notamment dans l'affaire Amnesty International contre la République togolaise, ou encore dans l'affaire SERAP contre le Nigeria, ou encore vous avez l'association des blogueurs du Guinée contre la Guinée, où la Cour a condamné systématiquement ces États pour violation des libertés d'expression. Et aussi, la Cour les oblige ou oblige à ces États-là d'adopter des lois respectant les droits fondamentaux et de prendre des mesures pour éviter que ces coupures ne se reproduisent. Et donc, on voit qu'au niveau de la CEDEAO, il y a cette prise de conscience-là sur les questions de coupure d'accès à Internet. Mais seulement, c'est vrai que sur le plan, lorsque vous lisez ces décisions, en obligeant aux États de respecter le droit fondamental et aussi de prendre des mesures, c'est-à-dire de lois, pour éviter qu'il y ait de coupure d'accès à Internet. C'est bien beau, mais en pratique, il se pose toujours cette problématique de suivi des décisions de justice. Parce que l'on se rend compte que depuis 2020, le Togo n'a rien fait jusqu'à présent. Et même ces décisions-là, lorsque vous voyez tout ce qui est sanctions pécuniaires, c'est 3 500 euros pour un État. Lorsqu'un État est sanctionné à payer 3 500 dollars, cela ne représente pratiquement rien. Et au niveau national, il y a eu également plusieurs affaires où les juridictions au niveau national ont été saisies. C'est par exemple, j'ai pris quelques exemples, notamment en Égypte, en 2018, où la Cour administrative suprême a annulé une amende où l'ex-président Moubarak avait été condamné en première instance pour coupure d'accès à Internet en 2011. Et pour la Cour administrative, cette décision-là s'est fondée sur une loi relative à la sécurité nationale. Et donc, cette décision vient confirmer ou vient autoriser la coupure d'accès à l'Internet lorsqu'il y a des questions de sécurité nationale. Mais ces décisions, on peut passer beaucoup de temps là-dessus parce que c'est une décision qui est assez controversée. Et de l'autre côté, vous avez également en Zimbabwe, je pense que ça doit être la Haute Cour qui a ordonné en 2019 la reprise immédiate des services d'Internet après une coupure liée à des manifestations. Donc, on a jugé que le fait de couper l'accès à Internet était illégal. Et puis, vous avez aussi en Ouganda, où la Cour constitutionnelle a rejeté une plainte contre les coupures d'accès à l'Internet en 2021 lors des élections. Ici, c'était plutôt une question de forme parce que la Cour estimait que l'affaire ne concernait pas une question de constitutionnalité. Et donc, il fallait saisir un juge ou les juges compétents pour statuer là-dessus. Et en 2021, au Soudan, il y a eu les tribunaux, je crois que c'est le tribunal des grandes instances, qui a eu à ordonner le rétablissement d'accès à Internet après une coupure de 15 jours imposée par les autorités militaires. Et enfin, en Zambie, c'est une décision de 2022 où c'est en fait une décision d'expédition où l'autorité de contrôle et une association de consommateurs se sont mis d'accord pour un jugement d'expédition et où l'autorité reconnaissait notamment qu'elle ne va plus faire recours à ce type de pratiques, c'est-à-dire couper l'accès à l'Internet, et l'autorité s'engageait
à informer le public de toutes les futures coupures d'accès à Internet. C'est un peu drôle parce que l'autorité dit en gros que moi, il peut arriver que je puisse couper votre accès à Internet, mais je vais quand même vous informer bien avant. Avant de couper l'accès à Internet, je vous tiendrai informé. Et donc, tout ceci démontre qu'en Afrique, on a des États où quand même la question, où on a la justice qui s'est saisie de cette question-là en interdisant au gouvernement de couper l'accès à l'Internet. Et puis, on a d'autres États, notamment comme l'Égypte, où la justice a eu à cautionner ces coupures d'accès à Internet. Et en dehors de gouvernement, on a un autre acteur qui est très important dans la coupure d'accès à l'Internet. Ce sont des entreprises d'accès à Internet qu'on appelle des FAI qui jouent un rôle central dans les coupures d'accès à l'Internet. Parce que lorsqu'un gouvernement veut couper l'accès à l'Internet, il s'adresse à ses fournisseurs d'accès à l'Internet pour les obliger à couper l'Internet dans un pays ou un réseau social. Et il est évident que ces entreprises sont souvent dans une position difficile, car elles ne peuvent pas refuser des injonctions venant du gouvernement parce que ces entreprises fonctionnent grâce à des licences. Et donc, ces licences-là sont octroyées par le gouvernement. Donc, si un gouvernement arrive et demande à un État de couper l'accès à Internet et à un fournisseur d'accès à Internet de couper Internet dans un État, ils sont quasiment obligés de pouvoir le faire. Et c'est pour ça que l'ONU, au travers notamment ses principes directeurs, notamment relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, qui oblige les entreprises, peu importe leur taille ou leur secteur, de respecter les droits humains et d'agir pour remédier à tout impact négatif. Et notamment les entreprises de télécommunications, y compris les FAI, sont tenues de respecter ce principe. Et donc, elles peuvent, par exemple, exécuter les ordres que le gouvernement leur donne, notamment de couper l'accès à l'Internet, mais de limiter ces décisions sous les utilisateurs et les autres parties prenantes. C'est-à-dire, l'idée ici, c'est de notamment protéger les droits fondamentaux. Par exemple, vous ne pouvez pas couper l'accès à l'Internet à des hôpitaux, vous ne pouvez pas couper l'accès à l'Internet à des sociétés qui offrent des services publics qui sont indispensables, notamment des sociétés d'électricité, des sociétés qui fournissent l'eau. Vous ne pouvez pas leur couper l'accès à Internet. Et de l'autre côté, les FAI participent également à, de, à des plateformes multipartites comme le Global Network Initiative qui vise à protéger les libertés d'expression et les vies privées, où en fait, ils font des signalements. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un État demande à un FAI de couper l'accès à l'Internet, au sein de cette organisation-là, ils font des signalements anonymes et puis après, ça va permettre notamment de rédiger des rapports de transparence sur ce type de demandes. Et en outre, vous avez également d'autres instruments juridiques non contraignants, du soft law, tels que les principes directeurs de l'OCDE, vous avez les principes de l'initiative sur le réseau mondial de la liberté d'expression. Et donc, ce sont des instruments juridiques qui ne sont pas malheureusement contraignants, mais quand même qui jouent un rôle très important aujourd'hui par rapport aux questions de transparence au sein de ces entreprises-là. Et donc, pour finir cette présentation, je vais vous présenter ou poser quelques recommandations, notamment pour lutter contre ces coupures abusives d'accès à Internet. Moi, à mon niveau, je note qu'aujourd'hui, en Afrique, on doit notamment renforcer le rôle déjà des organisations, que ce soit régionales comme l'Union africaine, ou encore des organisations communautaires, comme la CEDEAO a eu à démontrer ça avec la Cour de justice de la CEDEAO par ses décisions où elle condamne les États à chaque fois qu'il y a eu des cas de coupure d'accès à l'Internet. Et en dehors de ça, il y a aussi un élément très important, vous l'avez vu dans la présentation au niveau de décisions qui ont été rendues au niveau national, c'est-à-dire que la justice doit être indépendante. Il faut aussi une justice qui peut rendre des décisions sans crainte ou sans craindre le gouvernement. Donc, il sera capable
de faire face à ces enjeux sans pression du gouvernementale. Et c'est là que la mobilisation citoyenne entre en jeu parce que la population doit se soulever et on l'a vu notamment récemment avec la génération Z au Kenya, où la population doit se soulever parfois pour défendre leurs droits et faire en sorte que ce coupure ne passe pas inaperçu parce que plus la population est impliquée, plus on a vu que le gouvernement se rétracte et rétablit l'accès à l'Internet. Après, il y a également une autre solution, c'est de recourir à l'Internet par satellite. Aujourd'hui, vous avez notamment Starlink d'Elon Musk qui propose cette solution-là. C'est vrai que c'est une solution qui peut permettre ou qui peut fonctionner notamment en cas de coupure d'accès à Internet, mais le seul problème, c'est les questions de protection de données personnelles. Je ne vais pas entrer en profondeur là-dessus, mais Starlink, c'est une entreprise américaine aujourd'hui qui est en train de s'implanter notamment au Nigeria. Je crois qu'ils ont eu également leur licence en République démocratique du Congo. Et donc, il va se poser forcément des questions de comment Starlink va traiter des données personnelles des Africains. Et puis, vous avez aussi très souvent, en période électorale, on demande souvent à la population de télécharger des VPN qui permettent en fait d'être localisés ailleurs. Et donc, même s'il y a coupure d'accès à Internet, on n'est pas forcément touché par rapport à ça. Et enfin, vous avez aussi des réseaux communautaires qui peuvent être une alternative parce que ce sont des réseaux indépendants qui sont gérés par les communautés elles-mêmes et qui permettent de garantir une connexion stable et sécurisée sans dépendre forcément des autorités centrales. Et donc, c'est un peu ça où aujourd'hui les enjeux liés aux coupures d'accès à l'Internet et donc les questions de droits de l'homme qui se posent aujourd'hui à chaque fois dans un coin de l'Afrique, il y a eu des coupures d'accès à Internet. Et donc, je vous remercie pour votre attention et je me tiens à votre disposition pour les questions. Merci, maître, pour votre bien intervention. Donc, on retiendra brièvement que voilà, la question d'Internet, elle est vraiment d'une grande importance au point où certains juristes l'ont qualifié le droit à Internet comme droit de la quatrième génération. Néanmoins, vous avez souligné que malgré ça, ce droit fait l'objet quand même de certaines violations et malheureusement à un niveau plus haut, hein, très souvent de la part des États qui sont souvent responsables de coupures, qui peuvent de coupures d'Internet, qui peuvent être totales, partielles ou même des ralentissements, notamment des tensions électorales du moins, ça, ou certains euh, contextes de manifestation. Voilà, donc en résumé, on retiendra que voilà, euh, ces droits fait l'objet de des violations, ce qui ouvre droit euh, à des recours euh, qui peuvent être devant les instances internationales, les instances régionales pour les cas d'Afrique. Vous avez fait cas des litiges devant la Cour africaine des droits de l'homme, devant la Cour de la CEDEAO et même devant les instances judiciaires nationales. C'est le cas de l'Égypte, c'est le cas de l'Ouganda, du Soudan, etc., etc. Donc, vous avez terminé votre exposé en faisant des recommandations où vous avez souligné que pour lutter contre ces coupures d'Internet ou ces violations, il faudrait qu'il y ait une justice indépendante. Il faudrait aussi renforcer les rôles des organisations, des institutions. Et également, vous avez vivement recommandé les recours à l'Internet satellitaire. Voilà, c'est ce qu'on peut, quand même, d'une manière brève, retenir de votre exposé. Sans tarder, nous allons passer à la seconde phase des
notre rencontre, celle qui consiste à donner la parole aux participants